Bonjour, bienvenue sur mediainvestigation.com. Nous sommes le vendredi 22 juin 2012 à Paris avec Pierre Génie, secrétaire général perpétuel de l'Académie des sciences d'Outre-mer, et le docteur Virginie Thillot de Grissac, membre de la section des sciences de l'Académie. Bonjour à vous deux. Pouvez-vous vous présenter brièvement ? Bien, oui, je vais me présenter et surtout présenter l'Académie des sciences d'Outre-mer. Donc je suis secrétaire perpétuel de cette académie, c'est-à-dire que j'en suis en quelque sorte le directeur assurant le fonctionnement de l'organisme. Il s'agit d'un établissement public rattaché sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et cet établissement a 90 ans. Il a 90 ans, ses buts ont été renouvelé, en quelque sorte redéfini en 1972 en disant que notre but, c'est de nous intéresser, de connaître, de faire progresser la connaissance de tout ce qui concerne l'outre-mer, les pays d'outre-mer et ce qui environne bien sûr l'outre-mer, c'est-à-dire la mer elle-même. Et voilà le but de cette académie. Et dans ce sens-là, dans ce but, non seulement pour nous auto-satisfaire, mais pour fournir au monde qui nous entoure, et notamment à la puissance publique, des éléments de réflexion en toute indépendance, comme il sied à toute académie. Voici ce qu'il en est. Donc nous sommes un établissement au service du public et au service de la connaissance de l'outre-mer et de tous les pays de l'outre-mer. Merci beaucoup. Docteur Virginie Thillot de Grissac, si vous pouvez vous présenter également. Je suis océanographe, académicienne de la 4e section, c'est la section des sciences, attachée au Muséum d'histoire naturelle. J'ai une expérience de plus de 25 ans dans différents océans du monde. Je fais aussi bien de l'expertise internationale, en général pour les Nations Unies, les différentes agences, pour les pays en développement. Je fais aussi de la recherche, aussi bien dans les abysses que sur les récifs coralliens, et de l'enseignement. Donc vous plongez, c'est bien ça ? Je plonge. Quand j'étais 6 ans, 9 ans en mer Rouge, 10 ans en océan Indien, tous les jours on plongeait, on faisait des relevés des récifs, des estimations de stocks de poissons, mais j'ai aussi plongé dernièrement dans des expéditions océanographiques avec le Nautil, et découvert des sites d'oasis de vie sur la dorsale est pacifique. Voilà. Parfait. Vous-même, monsieur Pierre Génie, vous avez plongé également ? Ah non, je ne suis pas, en ce qui me concerne, océanographe. J'ai toujours travaillé sur la terre ferme. Je me suis beaucoup occupé d'hydraulique et d'hydrologie, y compris dans les pays arides où l'eau se fait rare, puisque c'est donc un problème qui nous intéresse tout à fait. Alors, je voudrais quand même revenir un tout petit peu sur ce qu'est cette académie, parce que elle est, non seulement, elle est un peu l'académie d'une mondialisation éthique que nous voudrions maintenant. Donc elle s'intéresse un peu à tous les domaines d'évolution de ces pays d'au-delà des mers, de ce monde en quelque sorte en devenir. Autrement dit, nous avons dans cette maison 5 sections. Une qui s'occupe d'histoire et de géographie, une deuxième qui s'occupe des sciences politiques, une troisième de l'économie, une quatrième à laquelle appartient Mme Thillot de Grissac des sciences, et une cinquième essentiellement des problèmes d'archéologie, mais également de littérature, car tous ces aspects font cette surface d'échange que nous présentons vis-à-vis de ces pays de l'outre-mer. Et dans chacune de ces sections, nous avons des gens du plus haut niveau, en général des professeurs d'université ou des gens qui ont vécu outre-mer de façon plus ou moins longue, que ce soit dans l'outre-mer étranger ou dans l'outre-mer français. Voilà, c'est une population très spécifique, puisqu'il y a quand même 125 académiciens et autant de correspondants. Donc c'est une grande masse d'esprit au service donc de la connaissance des pays d'outre-mer, comme il y a à peu près nulle part ailleurs à ma connaissance. Est-ce que vous pouvez justement approfondir la mission de l'Académie des sciences d'Outre-mer ?
notre mission, c'est d'œuvrer, et chacune des sections, d'œuvrer à une meilleure connaissance et à fournir des avis. Hein, c'est avant tout ça. Nous ne sommes pas des chercheurs purs en général, il y en a quelques-uns, mais la recherche n'est pas au fond de notre mission en quelque sorte. Notre mission est d'éclairer avant tout. Et c'est donc de connaître, de faire connaître et d'éclairer, de fournir des avis. C'est avant tout cela. Et pour cela, nous publions énormément. Hein. Nous avons publié l'an dernier à peu près 3000 pages de texte. Nous allons sortir un double ouvrage au mois d'octobre sur les présences françaises outre-mer, ce qu'elles ont été, depuis les temps modernes jusqu'à aujourd'hui, et encore cette présence des Français outre-mer qui sont également un élément de la connaissance de l'outre-mer. Donc tout cela, toutes ces publications sont extrêmement importantes. Voilà, c'est une des façons d'agir. Et nous avons, bien sûr, si nous prenons le programme nous allons fêter très prochainement le 90e anniversaire, la semaine prochaine, que nous allons célébrer au musée Guimet. Et nous allons, par exemple, organiser un symposium le matin qui aura 3 thèmes. Le premier thème sera un peu sur les problèmes de développement durable, enfin liés à la démographie, aux migrations, aux problèmes de santé, de ressources finies en quelque sorte sur le globe. Le deuxième thème du symposium aura lieu aux grandes modifications géopolitiques qui sont entraînées pour l'essentiel par tous les nouveaux systèmes de communication, etc., ce qu'on est en train de vivre à fond en ce moment. Et le troisième thème étant sur les problèmes de la diversité culturelle, comment, dans ce monde mondialisé, avoir une présence, que cette diversité culturelle reconnue par l'UNESCO puisse être préservée comme une richesse de notre monde. Voilà un peu ces différents aspects. C'est évidemment une grande œuvre à laquelle nous sommes attelés. Voilà. Très bien, on va reparler tout à l'heure avec vous d'actualité. Et maintenant, je vais poser une question au docteur Thilo de Grissac. Qu'en est-il de la conservation, de la biodiversité et de la gestion des ressources naturelles marines, puisque c'est votre domaine ? Oui, qu'en est-il depuis plus de 25 ans, j'ai travaillé sur la conservation de la biodiversité, à proposer des mesures aux différents gouvernements, en général dans les pays en développement, à créer des parcs nationaux, des parcs marins, à écrire des recommandations pour la biodiversité des abysses, et ça c'est vraiment tout à fait un nouveau domaine, la haute mer, où rien n'est établi encore, et où on pense surtout exploiter les ressources naturelles, mais sans avoir de ligne directrice quant aux recommandations de conservation et de gestion des ressources. Ce pourquoi l'Académie a été impliquée d'ailleurs, suite à la rédaction de ces 3 volumes, un programme que j'avais mis en œuvre à l'UNESCO, nous avons créé donc des lignes directrices en matière de conservation de la biodiversité de 3 écosystèmes qui sont ciblés par les miniers. Les nodules polymétalliques, des sortes de patates, des concrétions de métaux qui intéressent les miniers, les sulfures et le cobalt, les encroupements de cobalt. Ce sont 3 écosystèmes différents avec des associations de communautés faunistiques différentes. Et il faut donc développer des stratégies différentes pour l'exploitation de ces 3 écosystèmes. Nous avons donné ça donc à un pool de scientifiques. On a mis en place ces recommandations et puis l'Académie l'a distribué aussi aux différents ministères qui étaient présents lors d'une table ronde que j'avais organisée avec l'Académie à l'UNESCO. Et voilà, par exemple, un des rôles de l'Académie, c'est de diffuser ces connaissances et de proposer des recommandations. Alors, il y a une question qu'on pourrait se poser. À qui appartiennent les fonds marins ? À tout le monde ou à personne ? Eh bien, par exemple, le cas des nodules polymétalliques, ça a pris 13 ans. C'est le patrimoine de l'humanité. Et ça a pris 13 ans pour destiner des territoires, pour donner des territoires, les attribuer aux différents pays du monde. Et en fonction de ça, nous avons dû mettre en œuvre des mesures de conservation. Donc ça se fait maintenant sur base de territoires. On aimerait, si possible, dans ce qui est recommandé par Rio,
la Convention de la biodiversité, de proposer 10% des territoires qui devraient être conservés. Et on n'en est pas du tout là. Des réserves. Voilà, des réserves. Donc moi, dans le volume 3, j'ai proposé des territoires assez grands et surtout représentatifs de la faune qui sera impactée pour essayer d'avoir au moins une certaine résilience, comme on dit, de stade de référence où les communautés pourraient encore vivre normalement. On peut avoir une idée du territoire français ? Ben, c'est simple. Toute la zone la plus intéressante pour les nodules, c'est entre 4000 et 6000 mètres. De fond, c'est entre la zone de fracture de Clarion et de Clipperton. C'est-à-dire que c'est le nord-est Pacifique, la zone tropicale. C'est immense. Combien il faudrait lire dans le volume 3 des chiffres exacts. On rappelle que Clipperton est une possession française. C'est une petite île du Pacifique qui est possession française. Longuement débattue, mais enfin, où il n'y a personne qui soit de permanent dessus, enfin, pratiquement. Mais, il suffit d'avoir des îles qui appartiennent... Mais ça dépend, parce que là, c'est une île vraiment isolée. Et donc, voilà. Et là, on parle des grands fonds entre 4000 et 6000 voilà. mètres. Donc, c'est pas la... exactement. La haute mer. Oui, qui n'est pas le... Alors, n'importe comment, vous pouvez voir là directement le rôle que peut jouer l'Académie. L'Académie peut intervenir en relais des recherches conduites par Virginie, par exemple, et son équipe, de façon à les pousser vers les décideurs nationaux qui soient au courant, etc. C'est un rôle de relais, de transmission, à partir du moment où on connaît, on fait savoir. Ça, c'est très important, parce que tous ces problèmes de transmission sont encore pas parfaits, et donc on est là notamment pour ça. Alors on va justement parler d'actualité, des décideurs nationaux, comme vous dites, avec le Rio +20. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? D'après ce que j'ai compris, il s'est terminé le 22 juin. Oui, non, mais c'est exactement. Écoutez, c'est simple. Il y a maintenant 20 ans, en 1992, s'est tenu un grand sommet à Rio sur tout le problème du développement durable, ce qu'on appelle le développement durable, c'est-à-dire comment faire que le monde continue un certain progrès maîtrisé qui ne mette pas en péril la planète elle-même, en quelque sorte. C'était ça la grande idée qui avait été poussée par le Premier ministre norvégien, Madame Brundtland. Donc notre avenir à tous, notre avenir commun, our common future. Et donc, sur ces bases-là, il y a eu une grande réunion sous l'égide des Nations Unies. Moi, il se trouve que j'avais été d'ailleurs mêlé au comité préparatoire en ce qui concernait l'eau et l'eau potable et tous ces problèmes-là. Et il y avait été sorti de ce Rio plus numéro 1, des projets de convention qui intéressaient un peu tout l'univers, un peu la conservation des ressources naturelles, de la biodiversité, la lutte contre la désertification, enfin, etc. Et puis, on s'est aperçu dans les années qui viennent de se passer que ces objectifs n'avaient pas été observé par beaucoup de nations, c'est-à-dire que le développement de la consommation des énergies fossiles, l'eau qui est de plus en plus polluée ou qui devient trop rare, etc. Et d'où la décision de tenir un Rio +20 qui vient de se terminer et dont pour l'instant on a l'impression d'une conclusion un peu mitigée, mais ça au travers de la presse. Il semble qu'il y ait ça a été... Tous les chefs d'État ne se sont pas rendus. Puisque François Hollande s'est impliqué le président français est, semble-t-il, d'après ce que j'ai vu, le seul président d'un grand pays à s'y être rendu. À côté de ça, le président des États-Unis n'y était pas, par exemple. Et donc, il y a là... un désengagement probable et des incertitudes quant aux résultats de cette grande conférence qui, pourtant,
dont les décisions commandent l'avenir de la planète et de nos enfants. C'est vrai. Alors, sans être excessif dans l'expression qu'on peut avoir, il n'empêche qu'il y a des décisions importantes à prendre dans tel et tel domaine. Et je ne sais pas si ça... Je pense que ça n'a pas tout à fait répondu, au moins à l'attente des gens de la recherche, des gens de la société civile. Hein. Et au niveau des gouvernements, il faut bien voir que la crise y est pour quelque chose et que ce sont souvent des mesures qui coûtent aussi de l'argent. Donc on peut aussi comprendre, un certain nombre de décisions, mais il faut toujours faire la relation coût-avantage. Malgré voilà. tout, depuis 20 ans, c'est une évolution qui ne vous satisfait pas. Oh. Je pense qu'on peut faire plus, mais est-ce qu'on a les moyens de le faire, hein, Je pense que la France, là-dedans, n'a pas joué le plus mauvais rôle, car elle a observé énormément des préconisations, elle a essayé de faire avancer les choses au niveau international. Je crois qu'elle est certainement une de celles, pour pas dire celle, qui a été, avec quelques pays d'Europe quand même, a été le plus en avant. Mais ça ne veut pas dire que l'ensemble de la communauté internationale, notamment d'ailleurs de pays qui ont besoin d'un développement accéléré, qui viennent de plus bas, en quelque sorte, dans le développement, comme les pays émergents, ont beaucoup plus de peine à observer la réduction, par exemple, de leur consommation énergétique, etc. Hein. Donc, c'est vrai qu'on est dans des mondes différents et que l'Europe, et spécialement la France, même s'ils n'ont pas vraiment observé obligatoirement les diminutions prévues, etc., ne sont pas dans les plus mauvais élèves, loin de là. Hein. Ça, il faut le savoir. Alors, voilà. Docteur Virginie Thillot de Crissac, oui, vous pouvez rajouter Oui, pour les océans, par exemple, en 20 ans, on n'en est plus à la conservation de la biodiversité pure. Maintenant, le constat, c'est que cette politique qui était sectorale au début, maintenant, doit être interdisciplinaire et intégrée, comme on dit. On parle plutôt de planification spatiale marine, où tous les différents secteurs, aussi bien l'industrie, la pêche que le transport maritime, et l'environnement, tout doit être intégré pour aller vers les mêmes données. On parle de l'énergie bleue-verte, les problèmes se sont accrus avec évidemment le grand boom de la croissance mondiale, la population, mais aussi des impacts naturels, changement climatique, désertification, acidification des océans, hypoxie, c'est-à-dire une baisse de la productivité des océans, la surpêche, on arrive à un bilan catastrophique. Là vous nous carrément. Donnez beaucoup d'exemples. Quelles sont les priorités, d'après vous? Donc, priorité, régler la pêche, la mise en œuvre d'une énergie verte, la baisse de la production de carbone. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La pollution, les espèces invasives, toutes les mesures qui pourraient se faire, mais surtout s'atteler au domaine de haute mer où, bon, c'est géré par différents organismes, mais il n'y a pas encore une intégration. Par exemple, pour les exploitations minières, il y a l'Autorité internationale des fonds marins, mais qui a comme mandat de s'occuper de la gestion de ces exploitations. Il faudrait par contre gérer aussi bien la couche d'eau jusqu'à la surface, jusqu'à l'air au-dessus. C'est pas dans son mandat. Il faudrait créer donc des organismes qui pourraient s'occuper de ça. Mais entre-temps, ils exploitent, il y a la surpêche, la pollution, et tout se fait. Donc il y a une urgence. Il y a une urgence alimentaire en matière de pêche, une urgence à tout point de vue. La montée des eaux, beaucoup d'îles seront submergées. C'est pas des scénarios catastrophistes. Maintenant, c'est vraiment la réalité. C'est la survie de la race humaine. Hein. On n'est plus à la survie des espèces animales ou marines. J'ai une autre question pour vous, justement. Quelle est votre participation à l'exploration des grands fonds océaniques et quelle est votre vision sur le terrain, justement? Ça fait partie de mes recherches. Je suis en amont et aussi bien, c'est-à-dire sur le terrain, en plongée, à faire des missions d'expertise. La dernière, c'est pour la Banque européenne d'investissement, pour l'extension du canal de Panama, par exemple, très gros investissement.
eh bien, on va sur le terrain et c'est aussi bien terrestre que du côté atlantique, que du côté pacifique, que des zones humides. C'est assez pluridisciplinaire, mais j'ai aussi participé, comme je disais, à des recherches en profond, et c'est du domaine de l'exploration pure, parce que c'est souvent dans des régions tout à fait inconnues encore, et on fait des inventaires des espèces animales, mais tout de suite on essaye de mettre en place des lignes directrices pour proposer des mesures de conservation. Donc mes perspectives, de développer le plus possible cette vision multidisciplinaire, d'essayer d'ouvrir le plus possible nos visions, nos perspectives, nos recommandations, pour que ça puisse être adopté dans les plus brefs délais, vu l'urgence de ce qui se passe mondialement. Très bien, on arrive vers la fin de notre entretien. Je vais vous laisser tout à l'heure le mot de la fin à chacun. Et une dernière question, et vous pouvez aussi... Oui, je réagis un tout petit peu. Oui. Je réagis un tout petit peu, je pense, mais ça montre bien qu'au niveau même de notre académie, on peut avoir des visions qui ne sont pas forcément aussi avancées les unes que les autres. C'est vrai que Virginie connaît mieux le domaine océanique que je ne le connais, et elle a des visions qui sont en effet certainement beaucoup plus pointues, beaucoup plus à l'ordre du jour. C'est vrai que, comment dire, la submersion des îles, on est en train de la vivre en certains endroits. Je ne sais pas si les choses sont aussi irréversibles qu'elle le dit, j'espère que non, mais il est évident que moi je tiens à relayer les opinions des scientifiques comme elle, qui disent ce qu'ils pensent des choses. Enfin, même si j'ai une vision plus modérée, peut-être, des phénomènes, et que un optimisme peut-être latent, qui fait que je pense qu'il y a quand même des choses qui sont en partie réparables, peut-être pas dans les grands fonds océaniques, mais dans d'autres endroits. Donc je pense que... si on ne réagit pas maintenant, ce dont je suis sûr, c'est que demain, il sera vraiment trop tard. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que c'est pour ça que l'attente sur ce Rio, ou ce qui suivra Rio, est capitale. C'est-à-dire que comment arriver, et ce n'est pas notre pays qui est le plus pollueur, comment arriver à ce que les plus pollueurs du monde, et c'est pas que le problème du CO2, etc., c'est d'autres choses, il y a beaucoup de choses, hein, donc, qui évoquait très bien Virginie, désertification, arasement de la forêt équatoriale, etc. Comment arriver à ce que tout ça se freine de façon à pas créer des choses irréversibles comme elle l'annonce. Voilà. Je voulais modérer un petit peu. Je pense que c'est important que... Alors Pierre Gény, en tant que secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences d'outre-mer, quelles sont les perspectives et les projets à venir, pour conclure ? Ah ben nous, on a un certain nombre de projets, y compris liés à la mer. D'abord, on va avoir, en dehors de notre 90e anniversaire la semaine prochaine, où on va aborder tous ces problèmes dans un symposium avec des professeurs de l'université, on va avoir au dernier trimestre une réunion en commun avec l'Académie de Marine et la Marine nationale de réflexion un peu générale sur tous ces problèmes océaniques. Ça va être un problème important. L'année prochaine, on va axer une grande partie de notre travail. Chaque trimestre, on aura une séance, puisque vous savez, on a 2 séances par mois, plus des travaux en commission, etc. On va axer nos travaux sur un peu l'outre-mer français et leur périphérie. L'outre-mer français, comme vous savez, ce sont avant tout des îles. Et donc, c'est très intéressé avec le milieu océanique qui entoure, dont parlait Virginie, puisqu'on a le deuxième empire, entre guillemets, océanique mondial. Et donc, on va travailler chaque trimestre, on aura une séance avançant sur cette question de l'outre-mer français. Troisièmement, nous allons avoir une mission à Monaco, avec l'océanographie de Monaco également au printemps. Donc tout ça entre l'année prochaine tout à fait dans la préoccupation. C'est pas la seule de nos préoccupations, mais nous allons accorder toute cette importance aux problèmes océaniques l'année prochaine. Voilà. Alors, nos émissions se terminent à chaque fois par le mot de la fin. Je vais vous le proposer à chacun. Pour ceux qui vous regardent,
Qu'est-ce que vous voulez leur dire à propos de ce sujet quand même très important, je dirais. Vous avez mis le doigt sur un vrai problème. Est-ce que c'est catastrophique? Est-ce qu'on va pouvoir le régler? Que diriez-vous? Les problèmes sont... on ne prétend pas le régler, le problème, mais on pense arriver quand même à cadrer un peu les évolutions. Le problème, c'est lié à une démographie probablement galopante qu'il faut essayer de cadrer. C'est lié donc à une consommation extrêmement importante. Donc tout ça, ce sont des aspects sur lesquels il peut y avoir une prise de conscience générale qui s'effectue. Je crois que quand même, sur ces questions, on va pouvoir trouver au moins comment dire, essayer de ralentir et puis de stabiliser le phénomène. Hein. C'est vrai que on est à 6 milliards, on sait qu'on va être à 9 milliards d'habitants. Il est vrai que cette population pose des problèmes en termes aussi alimentaires dans le futur. Hein. C'est un de nos soucis. Quand on parle de désertification, si la Terre n'est plus capable de produire ce qu'on a à manger, ça va poser des problèmes. Déjà, on voit comment cette surpopulation dans le tiers-monde amène à des migrations qu'on a du mal à absorber ou à contrôler ou à limiter, on dira les mots qu'on voudra, mais enfin, tout au moins à intégrer de façon convenable. Et je crois que là, c'est tout ce pari de la terre de demain. Mais je pense que si la suite de Rio, ça doit être tout ça. Hein, ça doit être tout ça. Et nous, c'est ce que pensent les académiciens ici, dans leur très large majorité. Donc on essaiera de le faire passer au travers de nos travaux, de nos conférences, etc. Voilà. Pierre Génie, docteur Virginie Thillot de Grissac, merci beaucoup. Je vous propose, oui, bien évidemment, allez-y. Je ne suis pas si négative que ça. Je voudrais tout simplement que nos enfants et petits-enfants aient le même émerveillement que j'ai eu. C'est une alerte, finalement. Et qu'ils soient conscients de ce qu'on mange, que les gens réfléchissent et qu'ils soient plus altruistes et qu'on ait le même émerveillement devant la beauté de la nature. Et ça paraît peut-être complètement idéaliste, mais je le suis. Et je suis sûre qu'on est tout à fait capable de continuer. Ça sera pas, c'est pas une fin, c'est simplement une succession d'autres écosystèmes et d'autres communautés. À nous de pouvoir nous adapter, quoi. C'est surtout ça. Ce sont des défis, et on a besoin. Et ça vaut la peine parce qu'elle est belle, notre planète, voilà. On a besoin de feuilles de route, voilà, c'est ça. Nous sommes des partants pour la. Ne soyons pas égoïstes. Très bien. Docteur Virginie Thillot de Grissac, Pierre Génie, merci beaucoup. À bientôt sur mediainvestigation.com. Affaire à suivre, générique.